Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un calme précaire règne actuellement à Vivi-Michel, notamment dans le village des Palmes, au lendemain d'une attaque de gang qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Des résidents de cette zone vivent avec la peur au ventre. Les demandes de passeport ou de carte d'identité, pourtant, pourront désormais se faire en ligne sur la plateforme Delidoc, D-E-L-I-D-O-C. L'annonce en a été faite ce vendredi par le Premier ministre Ariel Henry. Selon le chef du gouvernement, c'est une initiative du gouvernement haïtien pour permettre aux citoyens de se procurer ces documents plus facilement. Le système judiciaire haïtien est totalement paralysé depuis plusieurs semaines par la grève des parquetiers à travers les 18 juridictions du pays. Les protestataires réclament une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. Qui ça qui pi bon banque pour? Ton intérêt qui pi bas? Frais service qui pas trop haut? Ou sinon, yon banque qui là pour financer projet. BNC a proposé tout ça. La compagnie a faut joindre toute qualité crédit ou a bien besoin. Pour aider ces entreprises à gros entreprises acheter équipement pour résoudre problème électricité yo. Ou c'est un entrepreneur, un commerçant, BNC a aidé à relancer business ou pour aider à traverser moments difficiles ça yo. Acheter un terrain ou bien un caille, agrandir ou bien réaménager caillou, Kaipam c'est plus bonne solution crédit sous marché pour aider à réaliser rêve. Nan bon temps ou mauvais temps, BNC c'est seule banque, l'offre à porte, li répond nous. Banque nationale crédit, c'est banque pays. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. La situation demeure tendue dans la zone de Vivi-Michel, notamment dans le village des Palmes, qui a été attaqué par des gangs jeudi. Pour l'instant, un calme apparent règne dans la zone et des patrouilles de police sont visibles. Des citoyens sous couvert d'anonymat se sentent toujours menacés par rapport aux attaques des bandits qui peuvent frapper à tout moment de la journée. Plus d'explications avec Rodolphe Pierre-Louis. Mais c'est en bas, l'autant de bruit balio, quel que soit la journée, ça va un problème en pile. À Vivi-Michel, en milieu de journée ce jeudi, des dizaines de bandits lourdement armés ont débarqué dans le quartier des Palmes et ont fait parler la poudre. Ils y ont semé la terreur pendant des heures et s'en sont pris à des riverains grâce à un passage trouvé dans une ravine qui conduit au village, leur donnant un accès direct à des zones très vulnérables. Des maisons et des véhicules ont été incendiés. Toujours dans l'après-midi, après que l'alerte ait été donnée par le Centre de renseignement et des opérations, les forces de l'ordre sont intervenues et grâce à l'équipe d'engins lourds de la PNH, elles ont réussi à déblayer les barricades qui avaient été placées par les bandits afin de leur empêcher l'accès à la zone et bloquer la circulation. Vous sentez pas en paix, vous sentez pas si tellement à l'aise. Les citoyens du quartier ont passé la majeure partie de la nuit à discuter des dispositions concernant la ravine. Aucun détail n'a été communiqué sur leur projet. Pour l'instant, la police a annoncé sur les réseaux sociaux avoir repris le contrôle de la situation grâce à l'intervention de plusieurs unités spécialisées. Notons qu'un corps sans vie a été retrouvé dans l'une des maisons à Vivi-Michel selon des témoignages de riverains. Si nègyo, comme si t'as sorti pour prendre zone là, comme si a monté descendre là, nous-mêmes là, l'angéo là, nous pas bien à l'aise, nous pas bien sentir nous bien. Aïe nous-mêmes qui vous chercher épargner tête nous et tirer nous dans sa nuit. Par ailleurs, d'autres quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont aussi connu une journée de tension ce jeudi. Tôt dans la matinée, de fortes détonations ont été entendues à Lalu, Nazon, Crispois et à Bourdon. Les raisons de ces tirs demeurent inconnues.
Des groupes armés commencent à imposer leurs lois dans la zone de Véfi-Mitchell. Plusieurs maisons incendiées, y compris des véhicules, et selon les riverains de la zone, un corps sans vie a été retrouvé. Pour l'instant, des patrouilles de police sont visibles, mais n'empêche que la situation demeure tendue. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les demandes de passeport ou de carte d'identité pourront désormais se faire en ligne sur la plateforme DeliDoc. C'est une initiative du gouvernement haïtien pour permettre aux citoyens de se procurer ces documents plus facilement, a indiqué le Premier ministre Ariel Henry. Ce projet est déjà opérationnel à Port-au-Prince, souligne pour sa part Michel Colbert, membre de l'unité e-gouvernance de la primature. Le lancement de la plateforme de demande en ligne de documents d'identité a eu lieu ce vendredi 31 mars. Il est du devoir de l'État de fournir des services à la population dans les meilleures conditions possibles. Tout Haïtien a droit pour le joindre un passeport, les besoin. L'État a pour devoir pour lui servir tout Haïtien sans passeport qui et avec dignité. Tout citoyen fait pour égal égaux devant service administration placé pour le bail. Immigration a une capacité limitée dans la quantité de demandes de passeport qu'il peut recevoir chaque jour. Capacité limitée tout sous quantité de passeport qu'il peut faire dans une journée. Personne n'est pas paré pour recevoir et livrer dans 2 mois plus passer 300 000 demandes de passeport. Face à l'affluence, le gouvernement a donné l'immigration moyen pour ouvrir plus de bureaux. Mais ça n'a pas suffi. C'est ça qui fait nous accélérer le développement e-gouvernance et mobiliser experts nationaux nous gagnent dans le pays pour créer une application qui pourra faciliter tous les citoyens prendre rendez-vous en ligne, Jean ça fait l'autre côté. Nous avons demandé tout le monde, fonctionnaires d'immigration, tant que citoyens, pour faire un effort pour adapter à nouveau système. Parce qu'il pourra permettre de nous recevoir tout le monde avec plus dignité et respect mérité. Nous comptons sur eux pour le système ça qu'a tourné un gros succès. Nous avons demandé tout le monde prendre une petite patience. Il a servi tout le monde. Direction immigration a besoin d'un délai pour fabriquer et puis livrer passeport. Problème ça à résoudre net. Les nous recevoir l'autre matériel nous commander pour immigration qui a service là plus rapide. Cette plateforme dénommée DeliDoc vise à gérer le flux des demandeurs en offrant aux citoyens la possibilité de poster sa demande en ligne et de prendre rendez-vous auprès de l'autorité d'émission en faisant choix d'une tranche horaire de disponibilité qu'affiche le bureau où il devra se présenter physiquement. Il aura l'avantage, le citoyen aura l'avantage désormais d'être attendu et la garantie d'être servi sans avoir à subir un brouhaha indescriptible. D'autres résultats attendus de l'e-gouvernance seront présentés dans les mois à venir. Ils permettront, entre autres, d'offrir aux usagers, à nos compatriotes, des services plus performants, d'améliorer la collaboration de manière électronique entre différentes institutions de l'État, de réagir plus rapidement et plus efficacement aux sollicitations du secteur des affaires, d'établir un climat de travail plus serein pour les fonctionnaires.
Le spécialiste en relations internationales, Joseph Harold Pierre, affirme que si Haïti est dans la situation actuelle, l'état catastrophique de la diplomatie nationale en est la cause. Le professeur a décrit une diplomatie haïtienne sans boussole, minée par le népotisme et l'incompétence. Si pays tant qu'Haïti, tant que Saint-Domingue, si vous voulez mettre là dans Cuba et Porto Rico, si pays ça yo fait avec ça n'est capable du point de vue géopolitique, maladie congénitale. Maladie, ça, on fait avec lui, et normalement, si maladie, ça, on va pas guérir. Du point de vue diplomatique. Nous sommes petits pays, nous sommes petits territoires, ok? Et puis, ou entouré de géants. Donc, ça, c'est difficile pour sortir dans ça. Mais j'avais aussi dit très clairement que cette mission ne saurait réussir avec le gouvernement au pouvoir. Parce que, pour qu'une mission réussisse, il faut qu'il y ait un gouvernement capable de l'orienter. Or, ceux qui sont au pouvoir sont des marionnettes qui n'ont pas la capacité d'orienter une mission étrangère. Il n'y a pas de suivi parce que la diplomatie haïtienne, comme je l'ai dit au début, est une diplomatie qui n'existe pas, est une diplomatie tout au moins désastreuse. Tout au moins désastreuse. Ça qui a passé en Haïti, les n'a pensé diplomatie, li gagne 2 jouets pour le jouer, il n'y a pas qu'à jouer parce que la diplomatie n'a pas existé. Les ou faibles économiquement, les ou faibles politiquement, moralement ou fort. Moralement ou fort, qu'est-ce que ça veut dire? Faut être un diplomate prestigieux, compétent, moun sans dossier. C'est partisan, miti famille ou voyez comme ambassadeur. Sans grand nous avons fait. Donc, ce type de monde, ça, pour gagner dans la diplomatie, nous avons un déficit de crédibilité. Si nous avons une diplomatie qui fonctionne, eh bien, diplomatie ça, fonctionnelle, diplomatie ça, eh bien, gagner un travail qui devrait le faire à l'échelle internationale pour défendre le pays et puis changer le jeu de manière que Haïti ait qu'à considérer. Mais, moun nou genyen dans la diplomatie, diplomatie a mal pensé, moun yo pas qu'à faire travail là, et bon, yo pas aucun intérêt dans Haïti tout. Donc c'est ça qui mette nous dans ça, on pas une diplomatie du tout en Haïti, sont désastre total. Donc ça c'est une raison fondamentale qui mette nous dans l'état nous là. Même si Haïti Jean Welia, et là on a besoin de qui est important, même si Haïti Jean lié là, si nous avons une diplomatie qui a fonctionné, eh bien, diplomatie ça a un travail qui est capable de faire pour faire que vous te considérez qu'Haïti c'est là que c'est opportunité pour nous te saisir. Sommet ibéro-américain, c'est opportunité pour nous te saisir. CARICOM, c'est opportunité pour nous saisir. Et ensuite, relations bilatérales, c'est opportunité pour nous saisir pour te reconsidérer qu'Haïti. Mais comme diplomatie n'a pas fonctionné, il n'a pas fonctionné, donc nous, ça n'a pas résoudre. Maintenant, avec Poutine, se pose la question ça, qui a dirigé pendant le mois d'avril, qui va diriger pendant le mois d'avril, et Conseil de sécurité, qui ça va avoir comme résultat? En fait, ça va pas comme résultat, ça nous besoin. Et contrairement à ce qu'on a pensé, Poutine était plus proche de passer aux États-Unis, on est capable de dire dans la volonté, mais contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas de résultat parce que ça nous besoin pour aider à résoudre la crise là, c'est une intervention étrangère. Qui laisse qui vient avec une intervention étrangère là, États-Unis. Ou déjà qu'on est Poutine pas supporter un bail comme ça. Il pas supporter le premier parce que c'est les États-Unis. Deuxièmement, Poutine avec la Chine pas entrer dans démarche d'intervention qui rentrait dans la logique États-Unis. Donc, l'IPAP va nous gros résultat. Ça va aider nous. C'est ça t'es qu'à faire, mais dans un mois que c'est possible, c'est peut-être que si tu as une volonté, la Russie t'es qu'à aider nous joindre plus aide, plus support financier, technique pour résoudre la crise là, pour accompagner la police. Parce que c'est une opposition, ça a gagné. Mais pour intervention, c'est lui-même, nous avons besoin. Avec Poutine, nous n'avons pas besoin de compter sur ça du tout parce qu'il va entrer dans la logique. La grève des parquetiers à travers les 18 juridictions du pays se poursuit. Les protestataires dénoncent les disparités salariales entre juges et substituts du commissaire du gouvernement, explique le président de l'association professionnelle des magistrats, Martel Jean-Claude. Il reconnaît que ce mouvement porte atteinte aux droits des justiciables, mais il le juge nécessaire.
Le monde entier s'y attendait et le principal intéressé lui-même avait, disons, vendu la mèche en annonçant dans un tweet la semaine dernière sa propre arrestation pour le mardi dernier, si j'ai bonne mémoire. Enfin, la nouvelle est tombée malgré tout comme une bombe. Un tribunal de Manhattan a décidé d'inculper l'ancien président Donald Trump. Celui-ci doit comparaître mardi prochain. Pour faire le point sur cette vaste question, nous avons avec nous un ami de la maison, diplomate américain, M. Pierre-Antoine Louis. Bonsoir Pierre-Antoine Louis et bienvenue à Metro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Enfin, d'être avec vous, M. Klang. Je suis également avocat inscrit au barreau de New York. Ah, donc, vous êtes dans votre élément. Bon, alors, peut-être pour nos amis haïtiens, peut-être il serait bon de commencer par retracer un petit peu les faits. Hein, parce que là, il est jugé pour une des nombreuses affaires qui lui pèsent sur la tête, l'affaire du Capitole, ses impôts, les documents classés secrets qu'il a ramenés chez lui. Bon, il y a une bande d'affaires en cours, mais qui n'ont pas encore éclaté. Celle-là a éclaté. Alors, il s'agit donc d'un tribunal de Manhattan qui l'inculpe pour avoir acheté le silence d'une actrice de film pornographique avec qui il avait eu, à ce qui paraît, une nuit sulfureuse et qu'il voulait faire taire au moment d'entamer sa campagne. Donc il lui a versé, je cite de mémoire, je crois que c'est $130 000 par le biais de son avocat, M. Cohen, lequel M. Cohen a par la suite été également accusé, condamné, emprisonné. Il a fait 1 an de prison et il a décidé de tout cracher. Et donc finalement, M. Trump s'est trouvé un petit peu coincé, surtout par le fait que c'est M. Cohen qui a un petit peu vendu la peau de l'ours. Alors, c'est ça, hein, grosso modo, c'est cette affaire de volonté d'acheter le silence. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Bon, disons pour les profanes qu'aux États-Unis, il y a 2 degrés de juridiction. Hein, il y a la juridiction fédérale au sommet, si vous voulez, de l'État, et puis il y a la juridiction de chaque État. Donc, Trump était résident de l'État de New York au moment où les faits lui étaient reprochés. Et il était passible de poursuite dans la juridiction de l'État de New York. Donc, de ce fait, au moment où il briguait la magistrature suprême de l'État en 2016, il y avait cette question pendante. D'ailleurs, ce n'était pas la seule question pendante par rapport aux liaisons qui sont alléguées dangereuses de M. Trump. Il y avait bien d'autres. Mais celle-ci... Et même une question de viol, si j'ai bonne mémoire. Exactement, dont une allégation de viol. De viol, oui. Qui est actuellement... qui est en cours. Qui est en cours. Absolument. L'enquête est en cours, il y a des discussions, ainsi de suite. Et donc dans le cas d'espèce, c'est que le candidat Trump de l'époque voulait acheter, comme vous dites, le silence de Stormy Daniels, qui n'est pas le vrai nom de l'actrice. C'est son nom d'actrice de porno. Voilà. Selon ce qu'elle dit, ils se sont rencontrés lors d'une convention à Las Vegas. Et M. Trump de la rencontrer, d'être émerveillé. Et ce soir-là, ils ont eu un triste. Et par la suite, ils se sont rencontrés selon elle, mais il ne s'était rien passé. Maintenant, au moment où il voulait être candidat, il y avait cette situation gênante et il a tenté, il a acheté son silence à travers son avocat, M. Cohen, qui a versé $130 000. Et c'est important de savoir que le problème, c'est que le président Trump aurait tenté, on va dire, dans la mesure où il n'a pas encore été jugé coupable, il aurait tenté de rémunérer, de rembourser M. Cohen en disant que les $130 000 qui lui étaient remboursés au fil du temps par tranche étaient des rémunérations pour ses services d'avocat. Des honoraires d'avocat. Voilà. Là déjà, c'est illégal. On ne fait pas ça.
Surtout si on veut devenir président, ça peut faire scandale. Oui. Bon, ce qui est clair, c'est que ces 130 000 ne sont pas sortis de sa poche. Ne sont pas sortis de la poche de M. Cohen. De la poche personnelle de M. Cohen, ni de M. Trump. Sauf que j'ai vu un chèque, une des tranches de 10 000 $, a été payée directement par le président. Quand il était président, il a signé le chèque. Si vous faites les recherches, vous allez voir. Il a signé avec sa signature distinctive. Oui, très... un chèque de 10 000 $ à M. Cohen. Et ils ont tenté, avec le comptable de l'organisation Trump, de faire comprendre à la justice et à l'opinion qu'il s'agissait de rémunération à M. Cohen pour ses services d'avocat. Et là, M. Cohen lui-même a été poursuivi par les autorités fédérales parce qu'on estimait que cette dépense s'assimilait à une dépense illicite, n'est-ce pas, de campagne. Donc, M. Cohen avait avoué, en foi de quel aveu, il fut condamné dans un tribunal fédéral. Il a passé 1 an de 3 ans qu'il devait passer en tôle. C'est ça. À la faveur de la pandémie de Covid, il fut libéré en 2020. Et furieux parce que M. Trump l'avait accusé d'être un piètre avocat qui devrait savoir comment se comporter et que de toute façon, selon M. Trump, si je m'étais comporté de façon illégale, c'est à cause des mauvais conseils que mon avocat m'avait prodigués. Donc M. Cohen était furieux parce que par le passé, les liens entre les deux étaient si étroits, au-delà, n'est-ce pas, des relations avocat et client, que M. Cohen avait dit, de façon notoire, il avait dit qu'il n'aurait aucun problème à prendre une balle pour M. Trump. Et il l'avait dit ainsi. Mais quand M. Trump l'avait lâché, comme il le fait souvent quand il est coincé, il a, pour se sortir du gouffre, il a décidé de coopérer. Et c'est dans ce sens qu'il coopère avec les autorités de New York. Mais alors, il faut savoir qu'il coopère parce que il aurait pu aussi, lui aussi, être passible de justice devant la juridiction locale de New York, de l'État de New York. Pourquoi? Pour complicité dans une tentative de cover-up? Correct, pour les mêmes raisons qu'il a été poursuivi, parce que ce sont deux juridictions différentes. Donc là, il a décidé de coopérer, comme on dit aux États-Unis, il a décidé de coopérer avec la justice pour éviter d'être indexé lui-même. Donc c'est sûr que les avocats de Trump, ils vont, au cours du procès, bon, peut-être que je me devance un peu, mais ils vont dire que ce monsieur n'a aucune crédibilité. C'est un condamné qui essaie de se racheter en prenant le président pour... voilà. Donc, mais bon, je ne vais pas... Et qui participe à cette witch hunt, cette chasse aux sorcières, cette chasse politique organisée contre lui. C'est un procès politique, etc. Surtout que le procureur en question, il a été élu, c'est un démocrate. Oui, en plus. En plus. J'ai cru entendre que c'était même un démocrate noir. Je ne sais pas si c'est vérifié. L'actuel procureur de la ville de New York est noir. Voilà, il est le celui premier qui poursuit Trump. Oui, mais alors, l'enquête a commencé avant lui. Oui. C'est son prédécesseur qui avait commencé l'enquête, qui est un blanc. Bon. En passant, qui est le fils de l'ancien secrétaire d'État américain, Cyrus Vance, sous Jimmy Carter. Ah exact. oui, c'est un grand... oui, OK. Bon. Un diplomate américain. Oui. Alors, bon, maintenant que les faits sont établis, que risque M. Trump mardi prochain en se rendant à ce tribunal de Manhattan? Bon, la façon dont ça se fait aux États-Unis, quand on est inculpé, comme M. Trump, on a deux choix. Soit on se rend à la justice, ce que les avocats de M. Trump ont négocié avec le procureur, et si on ne se rend pas, on est carrément arrêté. Il y a un mandat d'arrêt et on vient là, chez vous ou dans votre bureau, vous êtes menotté. Comme ça a été fait pour Dominique Strauss-Kahn, devant toutes les caméras du monde. Et s'il vous plaît, aux États-Unis, avec chaîne aux pieds. Ah oui. Ça s'appelle, c'est le fameux perpétrateur, on dit en anglais, walk, perpetrator walk, right? Donc Trump, apparemment, il prétend vouloir se rendre à la convocation. Dans ce sens-là, de façon à se constituer martyr. Mais c'est une telle humiliation que j'imagine qu'un ancien président ne voudrait pas y arriver là. Donc il a négocié pour se rendre. Bon, quand on est, après l'inculpation, on est présenté devant son juge naturel. Vous voyez, comme on dit ici,
vous êtes arrêté, dans les 48 heures, on doit vous présenter devant le juge. C'est cette procédure-là. Ouais. Donc, il va se présenter, il sera photographié. Les fameuses photographies de face Ben et si, de de profil. face et de profil. Hein? On prendra ses empreintes digitales. Voilà. Ouais. Et puis, il aura à remplir certaines questions. On va lui ôter sa ceinture, Voilà. les lacets de son rein. Et puis, il ira devant le juge et le juge lui demandera inculpé, vous êtes inculpé pour, c'est alors qu'on va lire les charges qui sont retenues contre lui. Et qui, pour l'instant, sont dans une enveloppe scellée. Si j'ai bien compris. Il y donc aurait personne plus n'est de 2 douzaines de charges retenues contre lui. Voilà. Et là, le juge lui demandera, Monsieur Trump, vous êtes accusé de charge numéro 1, blablabla. Voilà. Vous plaidez comment? Sans doute, M. Trump va dire non coupable. Non coupable. Oui. Et- Coupable ou non coupable. Ou non coupable. Guilty or not guilty. Or not guilty. Il va plaider non coupable. Ouais. Par la suite, vous savez, bon, maintenant, la justice doit décider est-ce qu'on va retenir M. Trump ou on va le relâcher sous caution. Sans doute, il sera relâché sous caution parce que M. Trump, au fait, l'approche, c'est de savoir est-ce que si la justice ne retient pas la personne est susceptible de fuir. C'est ça. Je ne crois pas que M. Trump pourrait fuir. Ouais. Donc, on va établir... Sauf pour se rendre chez son ami Poutine, peut-être. Voilà. Bon, ouais, on demandera à M. Trump une caution que le juge va déterminer. Et sans doute qu'il va payer. Et on va le laisser partir. C'est ça. Jusqu'à ce que les procédures suivent leur cours. Voilà, un petit point de droit, et comme je m'adresse à un avocat expérimenté, vous allez confirmer, celui qui choisit de plaider coupable, à ce moment-là, l'enquête s'arrête. Oui, il n'y a plus Et d'enquête. celui qui plaide non coupable, à ce moment-là, l'enquête peut continuer Mais bien sûr, et la recherche de preuves, les etc., démarches se etc. poursuivent. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle dans le système américain discovery. Discovery, c'est littéralement découverte. C'est ça. C'est un processus selon lequel le procureur doit dévoiler à la défense tous les éléments à charge ou à décharge. C'est ça. Oui. On établit la liste des témoins. Tout ça, échange d'informations, échange de dossiers. Et la défense n'est pas tenue de prendre une quelconque action qui pourrait mettre en danger la liberté de leur client, de son client, bien de son sûr. client, mais le procureur doit dévoiler tout élément à décharge dont il dispose. Et s'il ne le fait pas, ce serait attaqué bon, enfin, il n'y a pas de cassation aux États-Unis, mais en appel, et ce serait en faveur de M. Trump. Donc, il va y avoir un processus qui va se suivre. Et si M. Trump décide de ne pas plaider coupable en cours de route, parce que après la période de découverte du dossier, échange d'informations, les avocats de l'accusé, de la défense, évaluent leur cas. Quel est l'état de la situation pour mon client? Et en fonction de ça, décide est-ce que ce serait à l'avantage de mon client de le conseiller de plaider coupable? Dans le cas de Trump, j'imagine que ce ne sera pas le cas, il va aller jusqu'au bout. Certainement pas, Ouais. oui. Oui, il l'a annoncé, il a déjà choisi sa ligne de défense, c'est le witch hunt, c'est la chasse aux sorcières. Il est victime d'une cabale politique. Bon, je doute, comme vous d'ailleurs, qu'il change de ligne en cours de route. Bon, alors, donc on a revu les faits, on vient de voir ce qu'il risque mardi prochain. Dernière question. D'après vous, parce que les avis sont partagés sur toutes les chaînes qui traitent de cela, les différents spécialistes qui se présentent et analysent, certains disent que cette inculpation a de fortes chances de jouer en sa faveur, et il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est la fin de la carrière politique de M. Trump. Quel est votre avis sur la question ? Bon, pour n'importe quel commun des mortels, ce serait évidemment la fin de sa carrière politique. Obama, par exemple, ou Biden.
Mais Trump, il a cette façon, c'est comme un contorsionniste, de se tirer d'affaire. Absolument. Cependant, j'ose supposer, en tant que personne ou bien être humain rationnel, M. Trump aurait préféré ne pas se retrouver là. Parce que, ouais, c'est quand même extraordinaire qu'un ancien président se retrouve dans une situation pareille. D'autant plus que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ce fait se présente. Voilà. Donc 237 ans d'histoire, vous voyez, enfin 47 ans d'histoire, et puis se retrouver dans une situation pareille, ce n'est quand même pas la meilleure des situations. Maintenant, alors la raison pour laquelle les avis sont partagés, c'est parce que pour le procureur, ce n'est pas, comme on dit, un slam dunk. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il y a une théorie assez novatrice qui suppose que le procureur entend tenter de démontrer aux jurés, ils seront 12, lors du procès, que M. Trump a tenté à violer la loi non seulement en demandant à la personne de se taire, mais que aussi il l'a fait pour tenter de cacher l'affaire. C'est-à-dire qu'on commet un crime en tentant de se préserver de la découverte de notre crime. Dissimulation. Exactement. Cette dissimulation est elle-même illégale. Et donc, ce faisant, il a envenimé sa situation. Et il y a d'autres qui pensent qu'il y a un précédent, un ancien candidat à la présidence, John Edwards de la Caroline du Sud, si vous vous rappelez bien, qui était dans une situation pareille où il avait payé une ancienne madame avec laquelle il avait eu une situation gênante. Et il a expliqué que pour lui, son intention, ce n'était pas de violer la loi, mais plutôt de cacher son comportement adultère de sa femme. Donc ça va être... C'est-à-dire, la défense de Trump ne peut pas se reposer sur l'aspect politique de la chose. Ça, c'est pour la galerie, ça, c'est pour la base. Mais au niveau du droit, il ferait mieux, n'est-ce pas, ses avocats feraient mieux de... Enfin bon, il n'a pas à démontrer qu'il n'est pas coupable. C'est au procureur de démontrer qu'il est coupable, au-delà de tout doute raisonnable. C'est ça. Cependant, la défense est supposée disposer d'indices quand le procureur présentera son cas et aussi quand elle-même, la défense, présentera son cas pour démontrer que, de toute façon, il n'y a rien là. Vous pouvez, peut-être que la conduite de M. Trump a été illégale. Il aurait trompé sa femme. Oui. Ça, c'est autre chose. À New York, l'adultère, c'est un délit, ce n'est pas un crime. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un délit qui ne se rendrait pas passible de... Absolument. Voilà. Donc, autant dire que ce n'est pas gagné d'avance pour la défense, mais il y a quand même un grand risque. Parce que c'est quand même New York, la ville de New York, une contrée extrêmement à tendance démocrate, où les jurés ne sont pas censés tenir compte de ces considérations. Il va avoir la sélection des jurés. Ça va être du sport. Mais je vous dis, exactement. Donc, autant dire que le tribunal de première instance, le tribunal pénal de New York de première instance, va faire son travail, probablement un travail professionnel. La défense va tenter de tourner le tribunal en cirque. Vous voyez, mais ce sera du sérieux. Et à la place de M. Trump, je ne me sentirais pas aussi confortable. Oui, j'ai le sentiment aussi d'ailleurs que l'accusation va tout faire pour que cela n'apparaisse pas comme un procès moral. Correct. Non, il a violé la loi. À éliminer complètement, mais c'est la tentative de dissimulation qui va être jugée et pas le côté moral de l'affaire. Il a couché avec corrompre l'avocat en utilisant les fonds de la société pour prétendre que c'était la rémunération de l'avocat, or qu'il était en train d'être remboursé
pour avoir payé l'argent, pour acheter le silence de la dame. Donc, exactement. Donc ça quand même, c'est pas le genre de conduite qu'on attendrait d'une personne normale, mais c'est certainement pas le genre de conduite qu'on attendrait d'un ancien président de la République. Donc M. Trump, il mise gros, parce que quand même une partie de sa base, ce sont les évangélistes, surtout des contrées du Sud. Et ceux qui sont des vrais évangélistes sérieux n'apprécieront pas ce genre de conduite. Donc il y a quand même, oui, peut-être que ça va mobiliser la base de M. Trump, mais peut-être que aussi ça va fournir des armes, si vous voulez, une façon de parler aux républicains qui sont fatigués des scandales. Et donc ils misent gros. Ils risquent quand même de se retrouver, exposés à une condamnation. Et puis, là, quand même, vous êtes condamné. Les élections, c'est quand même l'année prochaine. Donc, vous êtes condamné. En plus, vous risquez la prison. Il y a quand même un grand risque pour lui. Voilà. Et petit détail, mais qui a toute son importance, même en cas de condamnation, cela n'empêchera pas M. Trump de se présenter aux élections. C'est bien ça. Bon, aux États-Unis, il n'y a pas cette catégorie d'avoir été condamné à une peine inflictive et infamante. Voilà. À ma connaissance, ça n'existe pas. Oui, c'est ce que tous les spécialistes disent. Vous savez ce qu'il avait dit, je sais que vous allez fermer, mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices que M. Trump avait dit une fois, quand il briguait la magistrature la première fois, après la sortie, n'est-ce pas, de la vidéo, où il disait qu'il avait l'habitude d'agresser les femmes dans leur partie... grab them by the pussy. Exact. Bon, dans leur partie intime. Et comme ça, il n'a payé aucun prix politique, voire juridique, pénal, il avait dit que je pourrais me mettre en pleine 5e avenue. C'est l'avenue où se trouve Trump Tower. Une avenue huppée de New York. Je peux me tenir en pleine 5e avenue, j'assassine quelqu'un et je m'en sortirai. Voilà. Donc il a cette perspective qu'il est un président un intouchable. Donc on va voir. Mais c'est le triomphe de la justice, n'est-ce pas? Ah oui, non. Nul n'est au-dessus de la loi. Haïti pourrait bénéficier de ça. On ne serait pas là où on est là maintenant, peut-être. C'est le président Téflon, il se croit. On va voir. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bien écoutez, Monsieur Pierre-Antoine Louis, merci infiniment d'être d'abord venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News et nous éclairer sur l'aspect juridique de cette inculpation qui va tomber sur la tête de Monsieur Trump ce mardi, donc début de la semaine prochaine, par un juge de Manhattan, un juge, vous nous avez précisé qu'il était démocrate et qu'il était noir, mais que ce n'est pas lui qui avait entamé la chose. Le procureur. Il se contente de mener cette affaire à bien. Merci encore. Mais il avait le choix de décider de ne pas poursuivre M. Trump. Absolument. Jusqu'au grand jury, il avait le choix de faire ça. Absolument. Et donc ce sera un procès avec juré 12. On pense tout de suite... Le procès du siècle. Le procès du siècle. Et on pense tout de suite au merveilleux film 12 hommes en colère. Bon, très bien. Merci infiniment. Et puis, on garde le contact parce que c'est une affaire qui ne fait que commencer. Comme d'habitude, je suis toujours disponible pour Métropole. Merci infiniment. Voilà, c'était l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, également avocat au barreau de New York, ancien Marine aussi. Ancien US Marine. Je connais le tribunal pour y avoir été plusieurs fois, à maintes reprises. Très bien. Donc, qui était là pour nous éclairer sur le début de cette affaire qui envahit tous les journaux du monde. Aujourd'hui, on ne parle que de cela, l'inculpation de l'ancien président Donald Trump par un tribunal de New York devant lequel il doit comparaître mardi prochain. L'avenir se construit avec une jeunesse éduquée et obstinée qui fait les meilleurs choix pour réussir. Quand elle veut construire, elle choisit sa banque, en misant sur l'innovation, l'expérience et la solidité. 3 atouts
qui font de la Banque nationale de crédit votre partenaire la plus sûre. Vous êtes un jeune entrepreneur ou besoin de démarrer business ou? BNC c'est premier banque pour frapper porte li. Parce que mission c'est toujours accompagner nos projets, gérer risques avec parce que le fort confiance. Même gens, nous te langer main by grands-parents, jodi a BNC engagé pour les dos créer propre richesse. BNC Banque Paola. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé et restez informés. Exigez toujours la qualité. Rebo. Bonjour, tes amis avec un message qui est important en pile. Bledina fait les Bledi Junior pour tout le monde à partir de 3 ans et jusqu'à 7 ans. Si nous voulons le Bledi Junior en plus de nourriture saine et équilibrée, la permet nous grandir bien et de participer dans un bon développement cerveau. Et en plus, mais même, moi, je en pile. Bledi Junior, c'est tout le monde qui me questionne. Dans l'international, un grand jury à Manhattan a voté pour inculper Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film X en 2016. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président actuel ou ancien fera face à des accusations criminelles. Derrière les portes de ce tribunal de New York, que l'avenir politique de Donald Trump pourrait se jouer. L'ancien président américain, rattrapé par l'affaire Stormy Daniels, il va être inculpé au pénal pour avoir acheté le silence de cette actrice de film pornographique en 2016. Alors en pleine campagne, Donald Trump lui aurait versé 130 000 $ pour taire une relation extra-conjugale qu'elle aurait entretenue avec lui 10 ans plus tôt. Le milliardaire, lui, a toujours nié les faits. Le 18 mars dernier, il annonçait avec fracas à ses partisans sa future arrestation. Il dénonce aujourd'hui une enquête orchestrée par des voyous. C'est une persécution politique et une ingérence dans l'élection présidentielle de 2024. Je suis certain que cette chasse aux sorcières se retournera violemment contre Joe Biden. C'est une première pour un président des États-Unis. Alors cette inculpation provoque des réactions en cascade. Dans le camp républicain, les caciques dénoncent une instrumentalisation du système judiciaire ou encore un abus de pouvoir sans précédent. Dans leur viseur, le procureur Alvin Bragg en charge du dossier, un élu démocrate afro-américain qui aurait, selon certains républicains, un mobile politique. Mais dans les rues de Washington, les avis sont partagés autour de cette affaire. Beaucoup de gens détestent Trump avec férocité, principalement car il a créé la surprise en gagnant en 2016. Il a fait de bonnes choses, mais ce ne sera jamais reconnu. Enfin, cela nous montre que la démocratie est à la place où elle doit être. L'Amérique fait du bon travail. Le pays entier va avoir les yeux rivés sur l'actualité pour voir ce qui va se passer. Mais la justice, c'est la justice. La justice a contacté l'avocat de Trump pour organiser sa reddition. Mais Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, où vit l'ancien président, a déclaré qu'il ne l'extraderait pas. Les Ukrainiens ont commémoré vendredi le premier anniversaire de la libération de la ville de Boutcha des forces russes, accusées d'y avoir commis des milliers de crimes de guerre, selon le président Volodymyr Zelensky, qui a déclaré que les responsables ne seraient jamais pardonnés. Des rues jonchées de cadavres de civils et des fosses communes. Ces images avaient choqué le monde entier et sont devenues pour beaucoup le symbole des exactions russes en Ukraine. C'était il y a 1 an, alors que l'armée russe se retirait de Boutcha et du nord de Kiev après un mois d'occupation. Dans cette ville qui comptait 37 000 habitants avant la guerre,
Le traumatisme est toujours présent. Ils ont tué mon gendre. Il avait 47 ans. 47 ans. Ils ont tué son gendre et blessé son petit-fils. Pouvez-vous imaginer? Après le choc, les Ukrainiens ont enterré leurs morts devant les caméras du monde entier. Plusieurs mémoriaux ont été construits pour ne pas oublier ce que beaucoup dénoncent comme des crimes de guerre. Il faut avoir le cœur bien accroché, quel que soit le monument que l'on regarde. Ils étaient tous si jeunes, si beaux. Beaucoup de petits-enfants se retrouvent orphelins. Vous savez, les gens veulent juste vivre. Aujourd'hui, Boutcha se reconstruit tant bien que mal pour essayer de clore ce douloureux chapitre. On ne peut pas vraiment parler de stabilité. Cependant, il y a ce désir de se libérer de tout ce qui pourrait rappeler le séjour des Russes ici. Ce désir est dans le cœur, l'âme et l'esprit de chaque habitant de Boutcha. C'est pourquoi la ville s'est aujourd'hui transformée en fourmilière pour amorcer la reconstruction. Des enquêtes internationales sont en cours à Boutcha et dans le reste de l'Ukraine afin de pouvoir juger les responsables de ces massacres pour crimes de guerre ou génocide. La candidature de la Finlande à l'OTAN est désormais approuvée par l'ensemble des 30 États membres après l'aval jeudi soir du Parlement turc. Oui, effectivement, ça ne faisait plus guère de suspense depuis que, il y a 2 semaines, le président turc, en accueillant à Ankara son homologue finlandais, avait exprimé, annoncé la décision d'Ankara de ratifier la demande d'adhésion de la Finlande. Et le président turc avait souhaité que le processus aille vite. C'est allé vite. La semaine dernière, la commission de l'Assemblée nationale turque des affaires étrangères avait approuvé le texte qui a été débattu et voté cette nuit à Ankara. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le président doit appliquer doit approuver ce texte. Il sera ensuite publié au journal officiel et ensuite Ankara, j'imagine le ministère des Affaires étrangères, notifiera Washington, le secrétariat d'État à Washington, qui selon les statuts de l'OTAN est le dépositaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De cette décision, après quoi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, pourra officiellement, formellement inviter la Finlande à rejoindre l'Alliance. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Vous allez pouvoir suivre maintenant Métrosport avec Carson Guerrier-Clavéus. À vous toutes et à tous, bonsoir. Très content de vous rejoindre pour cette nouvelle présentation de Métrosport. Ligue des Nations de la CONCACAF, où notre compatriote Carnegie Antoine termine meilleur buteur de la Ligue B. C'est donc le joueur qui a inscrit le plus de buts en Ligue B de cette 2e édition de la Ligue des Nations. Carnegie Antoine a marqué 5 buts en 6 matchs pour être classé meilleur buteur, devançant ainsi le Cubain Arichel Hernandez, le Guyanais Joël Sarruco et son compatriote Mondi Prunier. C'est une grande consolation pour le joueur de Hapoel Haïfa qui a joué les 6 matchs de cette série avec les Grenadiers tout en ayant été au sommet de sa forme en dépit d'une saison en dents de scie avec ces 2 clubs. L'attaquant de 31 ans arrive à s'en sortir avec les Grenadiers avant cette 6e et dernière journée de cette Ligue des Nations. Carnegie Antoine était co-meilleur buteur avec Hernandez, Sarruco et Prunier. Mais ces 3-là n'arrivent pas à marquer pendant que le numéro 7 haïtien a réussi à creuser un écart conséquent avec son but face aux Bermudes. En absence du duo Pierrot-Nazon, tous 2 écartés par le sélectionneur Jean-Jacques Pierre, pendant presque 2 ans, Carnegie Antoine a tiré son épingle du jeu, se plaçant ainsi comme le véritable neuf de cette sélection haïtienne qui a validé son billet pour la Gold Cup, ainsi une ascension en Ligue A. Carnegie Antoine est donc le meilleur buteur de la Ligue B. Notons, c'est Jarin Lake de Saint-Martin de la Ligue C qui a remporté le titre de meilleur buteur de cette Ligue des Nations avec 8 buts. Pour la Ligue A, c'est l'Américain Jesus Ferreira qui a pris le dessus avec ses 4 réalisations. Gold Cup 2023, l'équipe nationale dans le chapeau 2 pour le tirage au sort. Alors que ce tirage aura lieu le 14 avril prochain au SoFi Stadium de Inglewood, ces modalités sont dévoilées hier par la CONCACAF. Les chapeaux sont ainsi composés avec Haïti, qui se retrouve dans le pot 2.
Les équipes sont réparties en 4 chapeaux et Haïti est placé dans le pot 2. La bande à Jean-Jacques Pierre a bénéficié de ce statut grâce à sa première place dans le groupe B de la Ligue des Nations. Une position dans cette deuxième catégorie qui devrait lui éviter un tirage avec Panama, Jamaïque et Guatemala. Le tournoi comptera au total 4 groupes de 4 équipes. Rapidement les pots. Dans le pot 1, on retrouve les États-Unis d'Amérique, le Mexique, Costa Rica et Canada. Pot 2, Haïti, Panama, Jamaïque, Guatemala. Dans le pot 3, Honduras, Salvador, Cuba, Nicaragua. Dans le pot 4, Qatar, équipe invitée, et les 3 autres barragistes. Les 3 derniers qualifiés seront issus des barrages entre les 4 derniers de groupe de Ligue A. Suriname, Martinique, Curaçao, Grenade, les 2e de Ligue B, Guadeloupe, Guyana, Trinité et Tobago et Guyane française, et les vainqueurs de Ligue C, Saint-Martin, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et Porto Rico. L'actu sportive dans le reste du monde est dominée par les différents championnats nationaux européens. De retour après la trêve internationale FIFA, qui a vu plusieurs compétitions en exercice, dont les éliminatoires de l'Euro 2024, la Ligue des Nations caribéennes et autres compétitions. En Angleterre, il y aura une affiche choc, Manchester City-Liverpool pour démarrer la 29e journée. Dans ce classement où l'équipe d'Arsenal se positionne toujours en tête avec 69 points, suivi de Manchester City 61 points, Manchester United 3e 50 points, Tottenham Hotspur 4e 49 points, l'équipe de Newcastle United 5e avec 47 points. Aussi bien un choc très attendu en Italie lors de la 29e journée, ça jouera en dimanche à 2h45 entre le Napoli et le Milan AC. Dans ce classement, le Napoli toujours en tête avec 71 points, suivi de l'Lazio 52 points, l'Inter 50 points, l'AC Milan 4e 48 points et l'AS Roma occupe la 5e place avec 47 points. Dans le chapitre transfert, le FC Barcelone dit non à Benjamin Pavard. Le club catalan espère bien recruter Íñigo Martínez et Ilkay Gundogan l'été prochain. En revanche, Marca affirme que les Blaugrana ont renoncé à recruter Benjamin Pavard, joueur du Bayern Munich, ou Juan Foyth, celui du Villarreal. La raison, les culés sont persuadés qu'ils ont assez de solutions de rechange en interne avec Sergio Roberto, Jules Koundé, Ronald Araujo et Julián Araujo. Mais surtout leurs contraintes financières les obligent à revoir leurs plans. Et puis en basketball, Jason Tatum et Jaylen Brown démolissent les Bucks à plus 41. Jason Tatum a inscrit 40 points et son bras droit 30 dans l'écrasante victoire des Verts sur le parquet des Bucks 99-140 où ils ont compté jusqu'à 49 points d'avance. Les autres résultats de la nuit, Milwaukee Bucks a été battu par Boston Celtics 140-99. Victoire de New Orleans Pelicans sur Denver Nuggets 107-88. Un bon week-end sur Métropole. On se retrouve semaine prochaine. Bonsoir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.